Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant? Alors, ça me choque dans un premier temps, parce que je trouve que nous sommes logiquement, nous sommes dans un état de droit et ce genre de manifestation est très préoccupant. D'un autre côté, j'ai écouté Apolline de Malherbe ce matin où j'ai entendu le témoignage de Christophe, où c'est un agriculteur qui est révolté, où quand il dit ceux qui veulent pas s'intégrer, s'assimiler, on va les intégrer nous-mêmes. Ce genre de propos me choque beaucoup. Mais d'un autre côté, moi j'ai vécu pendant plus de 25 ans en banlieue, en cité, dans le 91. Je connais un petit peu les codes de la banlieue. Aujourd'hui, je suis un petit peu en retrait par rapport à ça. Et je me dis, parce que la manifestation de l'ultra-droite veut dire quoi? C'est un peu le racisme, voire même beaucoup le racisme. Et je me dis, le racisme n'est pas que du racisme anti-maghrébin, africain, ou je ne sais quoi, anti-musulman ou quoi, qui me débecte profondément. Mais il y a aussi beaucoup de racisme anti-blanc. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et le problème qu'il y a, c'est que la classe politique, pour ne pas les nommer la gauche et je pense en tête de proue Mélenchon et tous ces petits copains de la LFI, se voile la face par rapport à ça. Il y a du racisme anti-blanc, c'est une certitude, c'est comme ça. Moi je l'ai vécu, je vous dis, j'ai vécu pendant plus de 20 ans avec mes amis. Et avec des battes de baseball, amis, avec des points américains, maghrébin, d'origine africaine, noire, musulman ou autre. Et moi c'est des gens avec qui j'ai traîné, avec qui j'ai eu beaucoup de liens et avec qui j'ai passé de très très bons moments. Mais force est de constater que moi, quand aujourd'hui je retourne dans le 91 pour aller voir ma grande sœur, par exemple, je ne reconnais plus la ville dans laquelle j'ai habité. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, Julien. Après, le problème, alors peut-être qu'il y a du racisme des deux côtés. Moi, j'en sais rien. Là, ces groupuscules, en fait, ils réclamaient justice pour Thomas, mais grosso modo, c'était justice pour Thomas. Il faut tous les enfermer, mais parce que encore une fois, et ils disaient pas ça parce que les agresseurs étaient censés s'appeler Jean-Pierre ou Jean-Rémy, quoi. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a aussi les prénoms des agresseurs présumés de Thomas qui sont sortis dans la presse, qui étaient des prénoms à consonance maghrébine, et donc c'est aussi pour ça que l'ultra-droite s'est rassemblée. Je suis persuadée que si jamais ça avait été effectivement le pauvre Thomas, s'il avait été agressé encore une fois par un Maxime ou Gaëtan, peut-être que l'extrême droite, les groupuscules ne se seraient pas rassemblés. Donc il y a quand même une idéologie derrière qui est raciste. Voilà, il faut se dire les choses. Encore une fois, ce ne sont que quelques dizaines de personnes, mais l'enquête le confirmera ou l'infirmera. Mais apparemment, à l'origine de l'appel, à l'origine, il y a un groupe d'extrême droite parisien néo-nazi, qui s'appelle la division Martel, et qui a une idéologie néo-nazie. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ces groupes existent encore. Et après la mort de Naël, l'appel a été lancé par des idéologues musulmans ou d'extrême gauche pour appeler à l'insurrection. Voilà, pas tous, mais il y en avait aussi. Tu peux pas comparer un groupuscule néo-nazi avec un appel de l'extrême gauche. Je pense qu'il y a dans l'intégrisme musulman, je pense qu'il y a aujourd'hui dans l'intégrisme musulman, notamment au Hamas ou chez les frères musulmans, des gens aussi dangereux que les nazis, et je pense que nous en avons en France. Là, pas un D'accord. Je pense qu'on en a en France aussi, et tu devrais d'ailleurs les dénoncer plus souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julien, d'avoir été avec nous. Est-ce que, quelque part, il y a aussi une faute de la part des politiques, Emmanuel Dancourt, qui laisse faire comme ça depuis quelques années? On le voit sur les émeutes. On voit bien qu'il y a un truc qui couve en France de tous les côtés, d'ailleurs. Et on a l'impression qu'effectivement, on essaye de pas voir et de faire comme si le vivre ensemble marchait bien, alors qu'on voit bien que ça ne marche pas. Et quand je dis qu'il faut éradiquer la haine et dans les rues et sur les réseaux en ligne, tu peux pas l'éradiquer. T'es béni oui. Non, la haine, tu peux pas l'éradiquer. Mais non, moi je te dis. Non, mais oui, évidemment qu'il y a des choses à faire, mais enfin, je jure, c'est dans tous les domaines. C'est même pas que ce domaine-là. Moi, je me sens dans tous les niveaux complètement lâchée par les politiques de tous bords d'ailleurs, qui n'osent pas dénoncer, qui préservent leur place, évidemment. Mais ce que je dis est très basique et n'importe qui peut le. J'espère que tout le monde fait le même constat que moi. Ça m'inquiète. Je suis pas sûre. Ah bon, d'accord. Je suis pas sûre.
Quel constat? Le constat qu'on est lâché. Non, que les politiques sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau de ce qui est en train d'arriver. Quand on a un responsable politique comme Éric Ciotti qui va relativiser les émeutes de la nuit dernière, on peut se poser la question. C'est pas le seul parce que. Mais t'as aussi beaucoup de politiques qui ont relativisé les émeutes après la mort de Naël. Jordan Bardella qui a dénoncé les émeutes. Donc voilà, attention pas à mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est vrai qu'il y a certains. On parle depuis 40 ans, Pierre. Comment? 40 ans, il y a une démission. Mais c'est pour ça que nous sommes d'accord. C'est pour ça que nous sommes entièrement d'accord. Il y a des villes en France où on a totalement abandonné les politiques locales et les politiques de ville. Il y a une ville comme Marseille qui a totalement abandonné les quartiers et qui a laissé à l'abandon ces quartiers mortifères où maintenant on vit essentiellement du trafic et de la drogue. Donc oui, il y a ici une responsabilité politique qui ne date pas d'hier, mais qui date d'avant-hier et d'avant-avant-hier, de 40 ans, de 50 ans, où pendant 40 ans, 50 ans, on n'a fait aucun effort d'intégration, aucun effort d'urbanisation, aucun effort de modernisation, et on arrive aujourd'hui aux conséquences de nos actes. À tel point, ce que tu racontes, que maintenant, pour des villes comme ce qui se passe en ce moment à Dijon, mais qui arrive dans d'autres villes aussi, on parle de marseillisation. Tu te rends compte? C'est même devenu un mot, quoi, un concept, la marseillisation de d'autres villes de province. Tout ce que tu dis là. Perico, ce que peuvent faire les politiques? D'abord, aujourd'hui, repenser l'immigration. Et prendre leur courage à deux mains aussi. Et faire en sorte que la France accueille tous les immigrés qu'elle peut accueillir, à condition qu'elle leur donne des conditions de vie et de développement et d'activité professionnelle, j'allais dire, respectables. Le problème est qu'on a accepté une intégration massive, en partie pour satisfaire le patronat qui avait besoin de faire de l'optimisation fiscale, parce qu'il y avait aussi une forme d'humanisme bien pensant de gauche en disant qu'il faut les accueillir. Nous avons aujourd'hui, dans la situation économique où est la France, nous n'avons plus la capacité de traiter correctement cette immigration. On était à 350 000 l'an dernier. Quand on fait le total, la France ne peut plus. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas le faire décemment. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse évidemment les ultra-droites en disant, voyez, l'immigration, on est en train de... C'est le grand remplacement. Encore une fois, ce que je ne voudrais pas, Estelle, c'est que les thèses d'Éric Zemmour se vérifient. Ça serait la fin du monde. On n'en est pas là quand même. Oui, mais enfin, à force de dire que ça n'est pas là, vous savez, Mohamed Merah, c'était une exception. Les frères Kouachi, c'était une exception. Le Bataclan, c'était une exception. Nice, c'était une exception. Maintenant, on est dans un bal à Crépol, dans la campagne dromoise, et on a un gamin de 16 ans qui vient de se faire poignarder parce qu'il y a une rixe entre jeunes qui sont venus des quartiers. Si la République ne fait pas ce qu'il faut aujourd'hui pour arrêter ce processus tragique qui va finir en guerre civile, en état d'urgence d'abord et en guerre civile, parce que ce qu'on a assisté à... Mais si les gamins n'avaient pas eu ces prénoms-là, tu n'aurais pas eu le même discours. Oui, justement, il faut faire en sorte... Pourquoi? Qu'est-ce qui doit intégrer? C'est l'école qui doit intégrer. Dans les classes, aujourd'hui, les Français qui sont de nationalité doivent être majoritaires et les immigrés doivent être intégrés en minorité. C'est comme ça que ça s'est passé et ça a merveilleusement passé. Dis, en fait, mais... Il ne peut pas y avoir de classe où les immigrés sont majoritaires. Mais pourquoi? Parce que l'intégration ne peut pas marcher comme ça. Je suis allé à la petite école dans le 13e arrondissement et je pense que j'étais... Allez, peut-être que sur 30 gamins, on devait être quoi? 2-3 Français. Et alors? Et on vivait très bien. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait toutes les religions. Je ne veux pas vous vieillir. Je ne veux pas vous vieillir. Et j'ai appris à lire. Je ne veux pas vous vieillir. C'était une autre époque. Vous savez bien que les choses ont changé. Si. Non. Si on ne reconnaît pas que tout a changé, que les paramètres sociaux ont changé, les paramètres économiques, les paramètres politiques ont changé, de l'idéologie s'est installée. Il y a un conflit mondial. Il y a le Proche-Orient qui vient polluer le débat français. Si on ne reconnaît pas, ça se passait très bien. Ça se passait très bien. L'immigration a toujours merveilleusement fonctionné. Et ceux qui aujourd'hui se plaignent le plus, ce sont les immigrés maghrébins intégrés qui ne veulent pas être confondus avec ceux qui ne s'intègrent pas. C'est ces gens-là qu'il faut soutenir.